Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal clôturant la semaine ensemble avec cette information. Empathie dans le groupement Bachali-Mokoto, la population fait face à une grave manque d'eau potable privée de robinets fonctionnels. Les habitants puisent désormais dans des sources non aménagées au risque de contracter de maladies hydriques. Suivez ces commentaires. Empathie dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi. La population tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs jours, le robinet du village ne coule plus, plongeant de milliers d'habitants dans une pénurie d'eau potable. Cette situation devient critique dans un contexte où le village accueille un grand nombre de déplacés et enfouit les violences dans les localités voisines. Privés de toute source d'eau propre, les habitants sont désormais contraints de s'approvisionner dans les vallées et de points d'eau non aménagés. Une pratique dangereuse qui expose la communauté à des graves risques de choléra, de typhoïde et d'autres maladies d'origine hydrique. Le manque d'eau affecte également l'hygiène de famille et la santé des enfants. Face à cette urgence humanitaire, la population d'Empathie appelle les autorités et les partenaires du secteur de l'eau à intervenir rapidement pour restaurer l'accès à l'eau potable. Plusieurs autres villages de la chefferie de Bachali et de Buito connaissent la même crise, aggravant la vulnérabilité de familles déjà éprouvées par les violences et la pauvreté. Butembo accueille depuis ce vendredi 17 octobre 2025 le forum de connexion commerciale RDC-Ouganda lancé par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Somokakule Evariste. Plus de 80 chefs d'entreprise ougandaises y participent pour renforcer les échanges économiques entre les deux pays. Suivez Marie-Noël Kabia Amissi. Le gouvernement congolais organise le 17 et 18 octobre 2025 le forum de connexion commerciale Ouganda-RDC à Butembo dans la province du Nord Kivu. Ce deuxième forum intervient après celui tenu en Ouganda sur proposition du gouvernement ougandais il y a peu. Tout commence par l'accueil des officiels ougandais, la visite de leurs expositions, puis la descente au site Horizon où le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, rompt les discours du ministre congolais en charge des commerces extérieurs, M. Julien Paluku Kaongia. Les opportunités d'affaires en RDC, l'amélioration du climat des affaires, les zones économiques spéciales, les réformes du commerce extérieur sont évoquées, sans oublier l'appel du ministre à investir en RDC. 60% de la population est constituée de jeunes, garantissant ici une main-d'œuvre abondante et disponible. Et tout cela avec actuellement un leadership du pays ouvert à la coopération transfrontalière, bilatérale et régionale gagnant-gagnant entre Africains et avec les entrepreneurs de toute origine opérant en Afrique. Voilà de quoi, mesdames et messieurs, prendre la balle au bon à travers ce forum dont je vous souhaite de fructueux travaux et que je déclare ouvert. Je vous remercie. Débloquer les opportunités d'affaires, renforcer les liens bilatéraux, améliorer le flux d'échanges, voilà ce que font ensemble les opérateurs économiques, les officiels civilo-militaires de deux pays, l'Ouganda et la RDC. Au Nord Kivu, le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné 6 présumés ADF à la peine de mort et plusieurs autres à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Ces verdicts rendus le 16 octobre 2025 s'inscrivent dans la lutte engagée par l'État congolais contre l'impunité et le terrorisme dans la région. Le tribunal militaire de garnison de Beni a rendu jeudi 16 octobre 2025 son verdict dans le procès de plusieurs présumés combattants et collaborateurs des forces démocratiques alliées ADF. Au total, 14 prévenus ont été condamnés, dont 6 à la peine capitale, tandis que 7 autres
écopent de peine allant de 15 à 20 ans de prison. Le juge a retenu plusieurs chefs d'accusation, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, le financement du terrorisme et le crime de guerre lié à l'enrôlement d'enfants. 4 personnes ont toutefois été acquittées, faute de preuves suffisantes ou pour implication accidentelle dans les faits reprochés. À l'issue du verdict, le collectif des avocats de la défense a exprimé son mécontentement dénonçant certaines irrégularités dans la procédure. Plusieurs défenseurs ont annoncé leur intention d'interjecter appel pour obtenir une révision ou une réduction de peine prononcée. Selon le capitaine magistrat Hubert Kabandani, auditeur militaire de garnison, ce jugement a une portée pédagogique et dissuasive. Il traduit la détermination du gouvernement congolais à combattre l'impunité et à rétablir la sécurité dans une région encore marquée par les exactions des ADF. Au Nord Kivu toujours, l'état-major de la 3e zone de défense continue d'enregistrer des redditions et de capturés issus de rang du M23 selon le major Nestor Mavoudissa, coordinateur de la CIFA de la 3e zone de défense. Plusieurs combattants, dont 2 mineurs enrôlés de force, se rendent progressivement aux forces loyalistes. Une situation qui met en lumière le pratique de recrutement forcé mené par les ennemis de la paix dans la région. Chaque jour qui passe, l'état-major de la 3e zone de défense reçoit des rendus et des capturés qui proviennent de rangs du M23 dans différentes lignes de front où sont engagées les unités de la 3e zone de défense. Le récent groupe qui vient de nous parvenir ce jeudi 9 octobre 2025 est composé de 33 rendus et de 7 capturés. Ils sont tous pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont respectueuses des règles d'engagement, des comportements et du droit international humanitaire. Ces vagues de défections dans le rang du M23 sont le résultat d'une prise de conscience de ces derniers et du traitement inhumain leur infligé par cette organisation illégale. Ils dénoncent. Après des semaines de torture, nous avons été embarqués dans les bateaux vers Goma, au stade de l'unité. Puis ils m'ont amené à Rubangabo, ils m'ont mis au cachot où j'ai passé 3 mois de torture. Nous avons subi donc nous avons été soumis aux travaux forcés. C'est après 3 mois qu'ils vont venir récupérer 150 éléments qui avaient encore la force. C'est là que je suis sorti parmi eux. Ils m'ont mis à l'extérieur pour rejoindre les groupes qui étaient à l'extérieur. Ils vont nous amener 300 militaires venus de Tchanzu, où ils ont leur formation, et ils vont prendre aussi 300 policiers qui se trouvaient là-bas. On nous a fusionnés, ils vont nous amener à Yogera. Tout le monde connaît ce que je parle, ceux qui sont derrière moi savent avec qui nous étions. Ce jour-là, on avait tué au moins 8 militaires qui étaient morts devant nous. C'était un dimanche. Voilà comment je suis arrivé à Bunyakiri, où on m'a récupéré. J'ai été récupéré par les éléments de FARDC qui m'ont dirigé vers Walikale. Je suis en joie. Depuis que je suis arrivé ici, je passe une nuit paisible. Je me retrouve entre les mains de mes parents. Donc nous sommes bien traités. On n'a aucun problème. Le message à donner à mes collègues qui souffrent encore là. Ils ne sont pas là par leur volonté. Ils sont contraints d'y être. Mais je leur donne un message. S'ils trouvent les moyens comme nous sommes forcés, qu'ils se soutirent, qu'ils tournent même les canons vers les ennemis puisqu'ils ne sont pas là pour la paix. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent la présence persistante de plusieurs mineurs d'âge recrutés de force par les ennemis de la paix. L'armée loyaliste exige de tous les groupes armés sans distinction le respect des clauses du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés dont la RDC fait partie depuis 2001. Poursuivons dans ce journal à Goma, 22 anciens lépreux et 17 membres de leur famille du quartier Lac Vert ne représentent aucun danger pour la population, a confirmé M. Fidel Moutaka, superviseur provincial à la coordination de la lutte contre la lèpre et la tuberculose au Nord Kivu, Esther Walaka. En fait, dans les quartiers
c'est le quartier d'ailleurs Lac Vert, c'est vers Lac Vert. Il y a un site où on avait placé les anciens malades souffrant de la lèpre qui étaient à Massissi, vers Massissi territoire. Il y avait des lépreux là-bas. Alors quand il y avait la guerre, on les a déplacés jusqu'à Mugunga dans le quartier Lac Vert. Ce sont des anciens malades lépreux. Donc la famille qui est là, c'est une famille des anciens malades lépreux. Mais qui sont guéris, bien sûr. Ils sont restés avec les infirmités, mais ils sont guéris de la lèpre. Ils sont là. Ils ne représentent pas un danger parce qu'ils ne sont plus des malades. Ils ont seulement les séquelles de la maladie. Parce qu'avec la lèpre, vous savez que les jambes peuvent se couper, les pieds, les orteils. Ça constitue des infirmités. Mais ils ne constituent plus un danger par rapport à la population. Ils sont au nombre de 22 anciens malades lépreux avec leurs dépendants, donc les membres de la famille qui sont au nombre de 17. Donc on peut trouver à peu près 39 personnes dans ce site-là. Non, le message c'est que ce sont des déplacés, des malades, des anciens malades de la lèpre qui sont là, qui sont guéris de la lèpre, qui ne constituent plus un danger, qui doivent vivre dans la communauté comme tout le monde, qui doivent exercer leurs activités dans la communauté comme tout le monde. Donc il n'y a pas de souci. Les problèmes qu'ils ont, c'est les problèmes maintenant socio-économiques. Parce que, vous voyez, avec la lèpre, c'est une maladie de la pauvreté. Ils ont besoin normalement des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté pour les aider par rapport à leur survie. Mais sur le plan contagiosité ou maladie, il n'y a pas de problème. En Ituri, la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO dépasse les opérations militaires. Le casque bleu offre des soins gratuits et évacue le blessé du front, un appui vital salué par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Entre les forces armées et la MONUSCO ici en Ituri, les actions sont combinées, les actions sont planifiées ensemble. Et lorsque la MONUSCO organise aussi ces genres de campagnes, comme nous l'avons fait à Rwampara, dépister volontairement, donner des soins gratuits, quel que soit le blessé, l'évacuation. Dernièrement ici, il y a un militaire qui a été blessé et évacué par l'hélicoptère de la MONUSCO. C'est un appui considérable et tout ceci s'inscrit dans cette approche de la mutualisation des efforts à la recherche de la paix et au bien-être de nos forces. Avec nos partenaires, nous ravivons nos relations pour sauver des vies ensemble et protéger nos populations ensemble. En Ituri toujours, la MONUSCO a inauguré plusieurs projets à impact rapide dans les territoires de Mahagi et Djougou. Ponts, routes et lampadaires solaires profitent à plus de 100 000 habitants, renforçant la sécurité, la cohésion sociale et les échanges économiques dans cette région longtemps touchée par le conflit. En Ituri, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, poursuit ses actions de soutien au développement local. Ce mardi 14 octobre, plusieurs projets à impact rapide ont été inaugurés dans les territoires de Mahagi et Djougou. Des ponts réhabilités, une route agricole remise en état et l'installation des lampadaires solaires. Autant de réalisations qui améliorent la sécurité, facilitent la mobilité et renforcent la cohésion sociale entre les communautés. À Mahagi, les casques bleus népalais ont réhabilité un tronçon de la route Amé-Nyoka, resté impraticable depuis près de 3 décennies. Désormais, les agriculteurs peuvent acheminer leurs produits sans craindre le long détour ni les attaques de miliciens. Dans les territoires voisins de Djougou, un pont de 30 tonnes a été construit sur la rivière Lida, reliant Fataki à Libye. Pour les habitants, cette infrastructure symbolise la paix retrouvée entre les communautés autrefois divisées. Enfin, à Bali, 40 lampadaires solaires ont été installés dans les centres commerciaux et au centre de santé, réduisant considérablement la criminalité nocturne. Au total, plus de 100 000 personnes bénéficient directement de ces projets communautaires, fruits de la coopération entre la MONUSCO, les autorités locales et les populations dans une Ituri en quête de stabilité et de développement durable.
Nous sommes avec vous toujours dans ce journal. À Kikwit, le criminel notoire Fiston Tulengue a été condamné à 20 ans de prison ferme pour terrorisme, vol qualifié et association de malfaiteurs, mettant fin à un long calvaire pour la population. Il a fallu quelques jours seulement en audience de flagrance pour condamner Fiston Tulengue, l'un des plus grands bandit à main armée qui a tracassé la population de la ville de Kikwit à 20 ans de prison ferme. Dans un débat houleux où le ministère public qui était en face de la partie défenderesse ont donné tous les moyens juridiques pour défendre leur version des causes, mais au final, le juge président a pris la décision et a condamné effectivement Tulengue à 20 ans de prison ferme. Et cela après avoir écouté les témoins victimes de ce bandit. Il faut rappeler, Tulengue et autres grands bandits à main armée ont été présentés par le ministère public devant le tribunal militaire des garnisons de Kikwit pour terrorisme, vol à main armée et association des malfaiteurs. Ils ont été jugés et condamnés. Les autres connaîtront bien sûr leur sort la semaine prochaine, a décidé la justice militaire. La population était contente de voir ceux qui ont rendu la vie difficile à Kikwit être condamnés dans une audience foraine en présence de milliers de populations victimes qui ont applaudi la justice militaire et qui ont encouragé le commandement de la 11e région militaire à poursuivre ce genre d'audiences qui sont à la fois pédagogiques et aussi psychologiques. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padir Moïse Jonas, s'est dit très satisfait et a encouragé la justice à continuer. Il a même promis de mettre tout en place pour que l'auditorat militaire fasse le même exercice, non seulement ici à Kikwit, mais aussi à Kenge et dans d'autres villes où les bandits sèment terreur et désolation. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, Elisabeth Michika, coordonnatrice du centre CDD-RDC, appelle les femmes à pratiquer régulièrement l'autopalpation pour un dépistage précoce de cette maladie curable. Voilà, aujourd'hui effectivement c'est une journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Ce qu'on peut comprendre est que le cancer du sein c'est une réalité qui touche les femmes. Au moins une femme sur 8 court le risque de faire le cancer du sein et que c'est une maladie qui peut toucher la femme. Ça n'a pas de race, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas. Donc ça nous concerne, nous en tant que femmes. Et bien sûr que ça peut toucher aussi l'homme, mais à une moindre proportion. Et que c'est une maladie qui est aussi curable, donc, parce que 9 cas sur 10 des cancers du sein guérissent. Et voilà, et la meilleure façon de se prévenir de ces cancers-là, c'est de faire le dépistage. Donc, et le dépistage, c'est quoi? C'est recommander à chaque femme, déjà à partir de 25 ans, de se faire examiner au moins une fois l'an les seins et pour anticiper, découvrir, d'abord se rassurer et découvrir au cas où il y aurait un changement au niveau du sein pour qu'un diagnostic soit posé et au besoin un traitement puisse suivre. Oui, dans la prévention, bon, un autre geste qu'on recommande vivement aux femmes, c'est de se faire, de faire l'auto-examen de sein. Donc inspecter, voir s'il n'y a pas de changement au niveau du sein, de la couleur, est-ce qu'il n'y a pas une petite plaie, est-ce qu'il n'y a pas une boule, est-ce qu'il n'y a pas de ganglions. Donc au moins une fois le mois, la femme doit faire ce qu'on appelle l'autopalpation de sein, de préférence 3 à 4 jours après ses règles. Et au cas où elle constate qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui persiste, après une semaine ou soit elle doit consulter pour se rassurer. Mais l'auto-examen de sein ne remplace pas le dépistage, ne remplace pas l'examen annuel de chaque femme avec ou sans signe d'aller pour le dépistage cancer du sein.
Et avant de nous séparer, parlons santé. L'automédication prend de l'ampleur au sein de la population, devenant une véritable menace pour la santé publique. Face à ces phénomènes inquiétants, le docteur Lévi Bantou tire la sonnette d'alarme et appelle à une prise de conscience collective. L'automédication est le fait de se soigner soi-même sans recourir à un professionnel de santé, ou le fait de recourir à des médicaments prescrits antérieurement à d'autres occasions par un professionnel de santé. Parmi les causes ou les raisons qui poussent à de telles pratiques, nous pouvons citer par exemple l'influence des publicités ou des réseaux sociaux, la difficulté d'accès à un établissement de soins ou à un médecin, parfois ils sont rares dans le milieu, l'expérience passée avec le même symptôme. Certains estiment que cela leur fournit un gain de temps ou d'argent. Nous pouvons aussi citer le non-respect des normes et des fonctionnements d'officines pharmaceutiques. Ces officines pharmaceutiques se transforment par moments en des lieux de consultation. Alors, quels sont les risques et les dangers? Il y en a plusieurs. Nous pouvons citer par exemple l'erreur diagnostique. On peut facilement confondre une maladie bénigne à une maladie grave. Pourtant, en face d'une maladie grave, plus on consulte tôt un professionnel de la santé, plus ce dernier a la possibilité de déposer un acte en faveur du malade. Il y a aussi un risque de surdosage, avec des conséquences très graves sur le foie, l'estomac et le rein. On peut aussi citer le risque de sous-dosage, qui conduit à une résistance aux antibiotiques. Vous allez par exemple remarquer qu'à un certain moment, il y a des médicaments que vous preniez contre un tel symptôme et que vous aviez de bons résultats. Mais à un moment donné, même si vous prenez le même médicament contre le même symptôme, vous n'avez pas de résultat. On peut aussi citer le risque de dépendance ou d'accoutumance à un médicament. J'aimerais soulever un risque élevé pour certaines catégories de personnes, notamment la grossesse et l'allaitement, les nourrissons ou le jeune enfant, les personnes âgées. Ces catégories de personnes présentent beaucoup de risques. Alors pour terminer, il faudra alors une prise de conscience individuelle à tout un chacun de risques à encourir. Mais aussi, j'en appelle à la responsabilité de l'État qui doit réglementer les activités des officines pharmaceutiques. Et voici, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, derrière la caméra, c'était Giovanni Ilumbe, Maurice Molila. À toute l'équipe rédactionnelle de Michapi West Télévision, coup de chapeau à vous et à vous tous qui nous suivez de partout. Bonne santé et bon week-end à vous tous.